la jalousie, la réussite, la liberté. Vous savez, quand vous reflétez quelque chose de très libre, très solaire, très productif, vous êtes obligé, par un effet miroir, de faire refléter à quelqu'un que ça peut déranger ce qui ne vibre pas suffisamment chez elle, ce qui ne la rend pas suffisamment heureuse, suffisamment libre. Très compliqué à gérer. Le fait de dire l'expression qui tend à dire « j'ai le mauvais œil » n'est pas qu'une expression. Ah mais pas du tout, hein. Ah mais pas du tout. C'est bien réel. Merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre et bienvenue sur ABC Talk avec une conseillère d'orientation de l'âme. Autant vous dire que si en 3e sortie de collège, on avait une conseillère d'orientation de ce style-là, peut-être que des vocations seraient nées. Je ne sais pas. En tout cas, ça aurait suscité pas mal de réactions. Sandy Tatou est avec nous. Bonjour Sandy. Bonjour Marc. Infiniment merci d'être là, bien installé, tout va bien? Merci à vous, je suis cosy. C'est vrai? Oui, vraiment. Je lis partout Sandy Tatou 2.0. C'est nécessaire le 2.0 ou pas? Ah, ça a été nécessaire en tout cas au tout début de l'évolution de ma carrière, la nouvelle évolution. Ouais. Donc le 2.0, parce qu'au départ, je suis artiste et artiste tatoueuse. Ouais. À 100% de mon temps. Mais on n'en voit aucun sur vous, là. Si, je vous assure. Ah bon, ils sont très discrets, bien cachés. D'accord. Et donc, il a été nécessaire, à un moment donné, pour faire tremplin, d'expliquer qu'il y avait Sandy Tatou telle qu'on l'avait connue et telle qu'elle évolue. Voilà. D'accord. Parce que le 2.0, maintenant, il est un peu obsolète. On est passé au 3, 4.0 maintenant. 7.0. Ouais, c'est 7.0. Donc bon, il faudra faire évoluer le système un peu. Exactement. En tout cas, merci d'être là. Merci à vous. Ça vient de vous, conseillère d'orientation de l'âme? Alors, ça vient de moi, ça vient surtout de mes clients patients. De vos retours? Absolument, qui m'ont dit, mais en fait, tu me réorientes, tu m'aides à m'orienter. J'aurais tellement aimé avoir ce genre de conseils quand je m'orientais à l'école, voilà, dans mon devenir professionnel. Et en fait, c'est devenu très rapidement la conseillère d'orientation de l'âme. Alors, vous êtes difficilement classable. Vous savez qu'en France, on aime bien mettre des cases et on aime bien mettre des étiquettes. C'est vrai. Et j'ai l'impression que vous êtes inclassable parce que vous êtes à la fois... Alors, évidemment qu'il y a une ultra dimension spirituelle avec notamment votre médiumnité, on va y revenir. Très productive parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages, on en parlait, beaucoup de coffrets, beaucoup d'oracles, et ça aussi c'est très tendance. Et vous êtes artiste, et à chaque fois qu'on vous lit dans une biographie ou en interview, vous dites avant tout artiste. Oui. Avant tout. Ah, totalement. Parce qu'au départ, c'est vraiment dans mon orientation, dans ma recherche d'orientation, ça a toujours été de mêler le beau. Que ce soit psychologique, que ce soit dans la matière, j'aime mettre du beau, au sens noble du terme, dans tout ce que je vis, dans tout ce que je crée et dans tout ce que je parcours. Quelque part, on est toujours un petit peu artiste. Moi, j'en suis convaincue, en tout cas. Donc oui, je suis d'abord artiste. Alors, on va voir tous vos ouvrages. On va remercier les éditions Très Daniel, bien entendu, qui font un travail remarquable, comme toujours. Claudia, Guy, toute la famille Très Daniel, chez qui vous éditez. On va revenir sur l'ensemble de vos productions. Moi, sur tout ce que j'ai là sur la table, il y a plein d'ouvrages et je vais y revenir. Moi, j'ai, au travers de ce que j'affiche là, un coup de cœur. Ah. Il y en a un que je trouve vraiment génial. Ça me fait plaisir déjà. Vous avez une idée ou pas? Faites travailler votre intuition. Moi, j'aurais dit mauvais œil. Non. C'est pas celui-là? Non. C'est celui-là. Oh! C'est le tout petit qui est là. C'est vrai? Ouais. Et j'adore celui-là et je vais vous dire pourquoi. D'abord, on va en parler dans un instant, mais le graphisme de ils sont tous beaux. Ouais. Les filles comme les hommes, ils sont tous, ils sont tous canons. Et d'abord, il a un format qui est très intéressant. Et puis, on a envie. Il donne envie, en tout cas, d'aller puiser à l'intérieur et d'aller chercher un peu le message. J'avoue, oui. Donc, on va reparler évidemment de tout ça et puis de tous les autres livres. Et alors, la question que je me suis posée quand on voit ce que vous produisez aujourd'hui, ce que vous éditez chaque année, enfin régulièrement, il y en a même un, voire deux, voire trois dans la même année. Même plus. Même plus. Même plus. Très honnêtement, même plus. Après, on programme de telle façon à ce que ce ne soit pas non plus, on va dire, de l'abattage, parce que ce n'est pas le but. Le but étant que tous les ouvrages restent sacrés, parce que c'est vraiment dans cette intention-là qu'ils sont réalisés. Mais je suis peut-être un petit peu hyperactive quelque part au niveau créatif. Ça, je l'assume totalement. Je le sais depuis de très nombreuses années. Et je dors très bien, malgré tout.
Merci, J'ai une docteur. hygiène de vie relativement normale, même saine, oui, normale. Okay. En fait, je prends énormément de plaisir dans tout ce que j'exécute, mais n'importe quelle petite tâche, d'aller faire mes courses, d'aller faire des trucs même très, très banals. Donc, en réalité, je ne perds pas d'énergie, je pense. Et du coup, quand j'ai besoin d'énergie pour me concentrer, c'est de l'élixir, quoi. Alors, c'est vraiment... En plus, je saluais les éditions Très Daniel parce que les coffrets, d'abord, et même les ouvrages sont très, très beaux. Ah bah oui. La matière, je veux dire, quand on voit ne serait-ce que ce livret-là, qui est ici, qu'on découvrira tout à l'heure, il est beau. Bien sûr qu'il est beau. Esthétiquement parlant, il est beau. Sûr. Et donc, bravo à eux et bravo à vous. Vous êtes médium. Oui. Depuis toujours. Oh oui. Vous racontez beaucoup d'anecdotes sur votre parcours de vie, dès toute petite, les sensations, les ressentis. Comment est-ce que vous avez vécu avec cette médiumnité? Alors, tout d'abord, vraiment pas du tout avec du confort et du plaisir. Ça, j'insiste toujours là-dessus. Tous, ils le disent. Hein. Tous les médiums disent « ça m'a fait très peur, je ne savais pas comment réagir ». C'est ma plus grande peur au départ. La première plus grande peur de ma vie, c'est vraiment des premiers phénomènes de médiumnité. Même là, quand je vous en parle, j'ai encore des frissons. Vous vous en souvenez encore? Ah oui, ah ben alors ça, c'était très clair. Exemple? J'ai 7-8 ans, je suis dans ma chambre et je vois apparaître mon grand-père défunt que je n'ai jamais connu. Et je le vois comme je vous vois, Marc. Et comment vous savez que c'est votre grand-père? Parce que je reconnais certaines marques de grains de beauté sur le visage qu'on m'a expliqué, que j'ai aussi aperçu en photo. Mais c'est surtout à partir du moment où je vois un costume bien précis, que j'explique ce costume, que personne ne voit ça sur des photos, et que bien des années plus tard, c'est ma grand-mère qui me dit qu'effectivement, il est habillé comme ça pour son grand départ. Voilà. De l'autre côté, comme on dit. Ouais. Donc, votre grand-père, toute petite, et comment est-ce que vous grandissez avec cette médiumnité? Parce que pour le coup, on l'assume pas, on l'enfouit, on la... Déjà, on ne sait pas que c'est de la médiumnité. Ouais. Parce que ces termes sont assez récents, finalement. Auparavant, on parlait de gens saints d'esprit qui ne voyaient pas des choses invisibles, et ceux qui étaient plutôt un peu cabossés du chapeau, parce qu'il y avait une sorte de parallèle avec l'hystérie, avec tout ce qui est de l'ordre de la folie, aussi, des gens qui avaient ce genre de vision, d'apparition. Donc en fait, on m'expliquait qu'il fallait un petit peu plus me taire que d'exprimer finalement ce que je ressentais. Donc c'était terrifiant, parce qu'il y avait un vrai monde, comme là on le voit avec nos yeux, et il y avait un autre monde dans lequel j'évoluais, que je ressentais. Et c'était pas très lumineux, Marc, en réalité. Moi, je pense que quand on est comme ça, sujet à une sensibilité telle, on captait vraiment pas que le bon. Mais vraiment pas que le bon. Pour qu'on vous dise de ne pas en parler, c'est que vous en parliez. Je tentais d'en parler, je tentais d'expliquer des choses, je tentais d'expliquer des ressentiments que j'avais, des choses qui me... Je voyageais beaucoup, en plus, et quand j'arrivais dans des endroits où il y avait des personnes extrêmement graves, dangereuses ou mauvaises... Vous les ressentiez? C'était abominable. Physiquement, c'était abominable. Et on me disait, par politesse, par correction, mais je t'en prie, tiens-toi, embrasse cette personne, dis merci, va chez eux. Et là, c'était abominable. Et personne n'allait creuser un peu le pourquoi de vos ressentis et... On pensait à de la timidité, on pensait aussi du fait que j'étais une enfant qui ne parlait pas, contrairement à aujourd'hui où je parle pour respirer. Je me venge un petit peu. Mais non, on n'avait pas cette culture d'expliquer ce monde-là. Pas du tout. C'était même un truc de fou. Voilà, c'était pour les fous, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux parents qui se retrouvent face à des enfants de cette manière-là, qui ont cette ouverture-là, ces ressentis-là, ces perceptions-là? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Est-ce qu'on doit les écouter? Oui. Est-ce qu'on doit... Déjà, la première chose, c'est d'être présent quand il y a une sorte d'expression en ce sens. D'ailleurs, comme tous les mots MAUX, des êtres qu'on aime, des êtres chers qui habitent près de nous, il faut être déjà présent, il faut être là, leur expliquer que s'il y a quelque chose qui même ne s'explique pas forcément, ou un sujet qu'on n'a pas encore abordé en famille, eh ben, c'est aussi ça, un parent ou quelqu'un de proche, c'est on peut se parler de tout, on peut ouvrir un dialogue. Il ne faut pas qu'il y ait forcément de tabou ni de peur, il faut ouvrir, on ouvre une porte. Après, on y rentre ou pas, mais on expose qu'on est là et que la porte est ouverte. On écoute. On écoute. Et de temps à autre, c'est aussi d'être vigilant en tant que parent, de se rendre compte, de bien faire la différence entre un enfant qui va mal
et un enfant qui serait, on va dire, perturbé par des choses qui ne sont pas de l'ordre de la normalité. Il y a des changements de comportement chez les enfants médiums, il y a des changements d'humeur, il y a des peurs inexpliquées, il y a des choses très radicales qui se mettent en place de façon, en général, nocive. Hein. Les enfants très connectés avec l'au-delà dans la médiumnité, ils sont rarement euphoriques, ils sont rarement solaires, contrairement à ce qu'on aimerait. Ils vibrent des choses, au départ, très intenses et très denses. Et la densité, elle est dans le bas astral. Donc les enfants, ils vont pas vibrer haut au départ. Et c'est justement s'ils vibrent et qu'ils dévibrent, si on peut dire ça comme ça, qu'il faut être vigilant. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On observe un peu plus longtemps. La première étape, c'est bien de faire la part des choses entre ce qui est psychologique, médical et spirituel. Ce qui nécessite un accompagnement médical. Moi, je trouve qu'on a cette facilité malheureuse parce qu'on met des gamins dans des sphères très toxiques spirituelles aujourd'hui, parce que beaucoup de parents voudraient que leur enfant soit le Messie. Moi, je dis faites très attention à cela. Le chemin de chacun n'est pas forcément le chemin de nos propres enfants. Donc, on est plus dans une écoute où est-ce que psychologiquement, mon enfant va bien en ce moment? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que d'un coup, il veut parler à Dieu, à Marie, que sais-je, voilà. Et est-ce qu'il y a bien cette part où l'enfant est bien ancré dans sa réalité et qu'il n'essaye pas de s'échapper par une autre? Et que là, le parent cherche par tous les moyens à ce que c'est parce que cet enfant-là, c'est un élu, tout ça. Il y a une vraie question, par exemple, sur les enfants notamment, et des situations parfois un petit peu délicates, des parents qui ne savent pas très bien comment réagir face aux enfants qui parlent aux amis imaginaires. Ouais. Est-ce qu'un enfant qui parle aux amis imaginaires est un enfant médium? Pas forcément. Pas forcément. Psychologiquement, peut-être que l'enfant a besoin de se créer un monde à lui. C'est très artiste, pour le coup. Moi, j'ai créé, dans tout ce que je fais, je crée mon monde à moi. C'est très enfantin, quelque part. C'est un petit peu utopique aussi, mais c'est aussi nécessaire pour évoluer dans ce monde. Avant de vivre, on survit de manière très générale. Donc, si l'enfant a besoin de s'inventer un cheval qui lui parle ou un copain avec qui il fait des jongles imaginaires, c'est pas grave. Si l'enfant vibre et qu'il est heureux, c'est pas grave. Hein. Il est même plutôt en sécurité, là. Oui, c'est ça. Il va bien. Il se crée son petit monde et son univers, sa bulle. Il est au top. Bon, vous avez été cet enfant-là? Oui, mais beaucoup grâce à l'art. Vraiment l'art, le côté artistique, le côté où vraiment je comprenais la sensibilité des artistes, oui. Mais dans la vie réelle, non. Parce que la vie réelle me rattrapait très rapidement. Hein. Donc Sandy Tatou, on l'a bien compris, évidemment. Le côté artistique, ça passe par le tatouage. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette voie? J'aime trop les gens. En tant qu'artiste, vous auriez pu faire des tas d'autres choses. Oui, j'en fais des tas d'autres choses. Mais moi, j'aime les gens. J'aime les toucher. J'aime la peau. C'est un support qui me plaît, qui me passionne. Ça me fascine. Le support humain vivant est incroyable. Et puis, j'ai eu un coup de cœur à 4-5 ans pour... très bêtement, on était dans les années 80, on était dans les écoles maternelles et on se faisait vacciner à la queue leu-leu. Mais des tonnes de gosses, c'était très drôle. Mais il y avait quand même cette angoisse, cette appréhension de se faire piquer, quoi. Et puis je me souviens qu'on arrive juste avant le docteur, avant la piqûre, une super petite femme, on aurait dit, c'était une infirmière certainement, toute blonde. Elle était à genoux à nous regarder. On aurait dit un ange et elle nous disait, là où vous allez vous faire le petit vaccin, on va vous faire un dessin. Waouh! Alors là, j'ai trouvé l'idée d'en faire. J'ai dit, ce job est fait pour moi. Ouais. Et je me souviens de lui avoir demandé de faire une voiture. Je suis très moto-voiture, je l'étais déjà de petite. Et quand je suis arrivée devant le docteur pour la piqûre, en fait, j'étais plus dans l'angoisse, l'appréhension. Je suis une grande, j'ai une sorte de tatouage de voiture de surcroît. Wow. Et il m'a fait la piqûre et je suis partie fière comme un Pierrot, quoi. Wow. Et là, ça a été le déclic. Ouais, vraiment. Alors que vous êtes toute petite et que vous ne savez même pas qu'on peut en faire son métier. Pas du tout. Mais le fait qu'elle ait pris cette délicatesse en me touchant physiquement, avec cette... je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Et je me suis dit, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Le tatouage ne fait pas nécessairement du bien. J'ai parlé du dessin, pas de la piqûre. C'est le dessin, évidemment. Ça, c'est sûr. Donc, comment est-ce que vous allez grandir? Quel ado était Sandy? La pauvre petite Sandy. C'est vrai? Ouais, la pauvre petite ado. Elle n'a pas tout compris. Elle s'est fait beaucoup de mal.
Elle s'est beaucoup testée. Elle a particulièrement développé un amour certain pour l'invisible aussi, pour la mort, qui pour moi était quelque chose d'hypocrite à l'époque. C'est-à-dire, je trouvais vraiment que c'était très hypocrite de juger la mort toujours sur ce côté très morbide, très sombre, très affreux. Moi, j'ai toujours trouvé que la mort avait sa part belle, quelque part, et j'essayais, oui, ça peut faire sourciller, Marc. Je comprends. Mais je trouvais qu'il y avait aussi une part belle, parce que finalement, quand on avait fait son chemin de vie, et puis il y a des vies pour qui une simple bouffée d'air est insupportable aussi. Ça aussi, il faut le comprendre. Mais ça passait par le fait de scanner toutes ces âmes que je rencontrais et qui faisaient que je comprenais Donc voilà, j'étais passionnée par tous ces travaux de mort, ces morts imminentes, mais il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas toutes ces sources d'informations, donc j'apprenais, malgré moi, au travers des défunts que je croisais, des histoires de vie, et ça n'a pas été simple. Et en plus, j'avais des vibrations médiumniques hyper violentes. J'étais très souvent sujette à des flashs auditifs et visuels de choses d'esprit farceur. Voilà, on me réveillait la nuit, Sandy, Sandy, comme ça dans les oreilles, jusqu'à ce que je bondisse, quoi. Ouais, vraiment des visions très très dures. Donc vous coupez ? J'ai pas réussi vraiment à couper. C'est un événement qui a réussi à vraiment tout stopper. J'ai 12-13 ans. Je me souviens que je suis très mal dans ma peau. Je suis pas du tout la femme très solaire que je peux être aujourd'hui. Je suis même plutôt mal à l'aise dans mon corps et je me sens pas très belle. Et je me souviens qu'on est dans un groupe d'amis où il y a de très jolis garçons, de très jolies jeunes filles, très libres. Et une des jeunes filles les plus belles se met à se moquer de moi ouvertement. Donc comme quoi, le harcèlement, c'est pas nouveau, hein. Voilà, bon, bref. Et en réalité, la colère me monte. Et c'était un sentiment que je ne connaissais pas malgré tout, la colère venant de moi. Et c'est monté si fort que j'ai fait, on va dire, j'ai dit des choses extrêmement violentes devant elle, mais avec un calme dingue, mais tout en changeant de voix. Ça, c'est ce que les jeunes gens m'ont dit derrière. Et en fait, la fille qui s'est moquée de moi, je lui ai dit d'arrêter tout de suite et qu'il valait mieux qu'elle aille voir sa maman qui était en train de mourir d'un cancer de l'utérus. Mais cette jeune fille, je ne l'avais, pour ainsi dire, jamais vue. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques secondes après, j'ai entendu hurler dans une pièce à côté. Et c'était cette petite jeune fille, vous voyez, ça me fait encore de l'émotion quelque part. Et je m'en excuse. Non, faites. C'est parce que elle s'est mise à pleurer parce que c'était vrai. Et cette réalité-là, j'étais pas prête émotionnellement à la vivre. Et à l'assumer. Et à lui faire tant de mal à cette jeune fille. Waouh. Et là, je me suis dit, c'est ça, ses capacités, ses dons, ses aptitudes. Je n'en veux pas. Ben, ça a été clair. Moi qui ai toujours prôné l'amour, c'était pas possible. Donc j'ai coupé. Et je suis partie dans l'art. Et je suis partie à créer, pour m'ancrer le plus possible dans la matière, pour surtout pas aller dans ce côté invisible, médiumnique, spirituel. Je n'en voulais plus. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme et vous donner une information importante. Vous savez que sur ABC Talk, on a à cœur chaque jour de vous proposer une émission, un programme chaque jour, quelle que soit la période de l'année. Mais ABC Talk, ça n'est pas que des émissions, ce sont aussi des événements en présentiel, en immersion, des événements avec des personnalités influentes qui peuvent vous aider dans votre vie au quotidien. Je pense notamment à Isabelle Serre, je pense à Frédéric Barbet, je pense à Céline Franou, je pense à Arnaud Rio, à Bruno Charvet. Ils sont tous avec ABC Talk. On avait à cœur évidemment de s'efforcer de vous offrir des expériences transformatrices pour vous aider au mieux dans votre vie de tous les jours et améliorer, si possible, votre bien-être au quotidien. Je vous invite vraiment à aller sur notre site abctalk.fr. Dès que vous arrivez sur la première page, vous avez l'intégralité de notre actualité avec tous ceux et celles que vous allez pouvoir retrouver lors de ces week-ends. C'est important. abctalk.fr. Ce qui est assez fou, c'est de se dire que y a des tas de gens qui pensent, en tout cas, puisque tout le monde est capable d'avoir ces capacités, mais il y a des tas de gens qui pensent ne pas les avoir et qui envient ceux qui les ont. Et quand vous les avez comme ça, on se dit « Waouh, on a envie d'en savoir plus, on a envie de l'exploiter, on a envie de vivre avec, on a envie de partager ça. »
Et vous, non, à cet instant-là, parce que non, c'était évidemment extrêmement violent. Mais j'en veux pas. Mais j'en veux pas. C'est pour ça aussi que je suis peut-être, je fais partie des personnes qui mettent en garde, non pas parce que mon expérience, on pourrait très bien dire oui, mais son expérience a fait que. Non, c'est que mon expérience a été juste vis-à-vis de la justesse aussi pour les autres. On ne peut pas se permettre d'utiliser ce genre d'aptitude. J'aime bien, moi, le don aptitude. Ça calme tous ceux qui sont dons, pas dons. Parce qu'en réalité, on ne peut pas se permettre de faire la pluie et le beau temps chez les autres. On peut être que des accompagnants et quand c'est le bon moment et quand c'est nécessaire. D'ailleurs, quand on va sur votre site, vous tirez le signal d'alarme. Toujours. Vous l'écrivez en disant « attention » et on a le sentiment qu'il y a une sorte, pas de combat, mais en tout cas, il y a une petite lutte qui consiste à dire aux gens... évidemment qu'il y a un business autour de ça. On en est conscient. Et le fait de faire des oracles, c'en est un. On est bien d'accord. Et c'est légitime et c'est parfaitement bien fait. Bon, et c'est fait en conscience et avec humilité. En revanche, vous dénoncez les dérives. Ah mais totalement. Je leur fais même un petit peu la chasse. J'aime bien ce terme. J'aime beaucoup ce terme parce qu'en réalité, moi, je suis pour que les gens aillent dans l'amour, soient des gens extrêmement vivants dans le terrestre. Je ne veux pas que les gens fuient leur propre vie, leur propre réalité, pour aller se camoufler vers quelque chose de trop édulcoré des fois, ou un petit peu trop anesthésié à mon sens. Il ne faut pas prendre autant de distance avec sa vraie vie. Il faut la vivre, sa vie. Quelle qu'elle soit. Absolument. Aussi douloureuse soit-elle parfois. Oui, parce qu'elle est nécessaire. Ça, c'est un discours qui est parfois difficilement audible aussi. Hein. Oh que oui. Je sais de quoi je parle. Oui, j'ai bien compris. Alors, comment est-ce que vous vous relevez de tout ça? Vous avez dit que vous avez plongé tête baissée dans l'art, mais le tatouage, il arrive à quel moment dans votre vie, au-delà de l'anecdote de la petite fille, mais véritablement... vrai tatouage. Je fais tout pour être tatoueuse. Toute ma vie, je pense que je sais que je ne vais pas faire de grandes études parce que j'ai fait 28 écoles, je suis issue du voyage, je suis née en caravane. Donc j'ai vraiment une histoire de vie qui, au départ, j'allais pas faire comme j'aurais peut-être voulu, je vais faire comme je peux. Et ça, je l'ai vraiment accueilli très tôt aussi. Mais par contre, je savais au fond que tout ce qui était nouveau, tout ce qui était au jour le jour et le jour d'après, je pouvais être capable d'être l'actrice, la réalisatrice, la conceptrice, que vous voulez, de ça. Je pouvais écrire ma vie telle que je l'entendais. Eh bien, c'est comme ça que j'ai performé, mais toujours ce besoin de toucher le corps. Mais vraiment, c'est quelque chose, j'ai un rapport au corps un peu particulier. J'ai fait 10 ans, quasiment 10 ans, pompier. Et j'aimais toucher les corps. Et c'est spécial de toucher un corps, alors bon, inerte ou pas inerte, blessé. Il y a des situations de vie quand vous êtes pompier où vous arrivez au moment le plus improbable. Donc les gens ne sont pas spécialement beaux, ni lavés, ni dans des circonstances. Il n'y a rien de tout ça. Mais par contre, l'être tout entier, j'ai toujours eu, je sais pas, j'ai un amour pour l'humain, voilà, et son corps. Ce rapport au corps est incroyable. Hein, très dans votre important vie, hein. pour moi. Et à la peau en particulier. C'est bizarre. Donc vous allez tatouer. Ben, j'ai pas le choix, j'adore ça. Alors sur votre site, il y a quelques exemples, mais il y en a pas. Alors sur Instagram, je crois, j'en ai vu, hein, il y en a beaucoup. Il y en a plus sur Instagram, effectivement. Quelles spécificités ont ces tatouages que vous proposez? Est-ce qu'il y a une comment dirais-je, j'ai un trou de mémoire, la patte Sandy Tattoo? Alors, la patte Sandy Tattoo, elle s'est bonifiée, j'ai envie de dire, avec le temps, parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste. Vraiment, au fond, c'est quelque chose qui me rassure beaucoup. La perfection, le détail, c'est très usant. Mais dans le tatouage, c'est un grand point, c'est un grand avantage. C'est un point d'honneur qui est pas discutable. Et en réalité, au départ, j'ai fait beaucoup de concours, beaucoup de conventions. Je réussissais, j'avais des prix, c'était formidable. J'étais jamais satisfaite. Alors là, je me suis dit, il y a un petit problème. Plus je gagnais des prix, moins j'étais heureuse. Donc je me suis dit, il y a un truc que tu n'as pas compris, la grande. C'est le fameux oui mais. Je pense que j'ai cherché une sorte de reconnaissance. Bref, tout un truc très égotique. Super, j'avais fait le tour. Je me suis dit, tu t'éloignes beaucoup trop du cœur, du côté humain. Donc je suis partie à m'enfermer un petit peu dans ma bulle.
Ça a été quelques années où vraiment je ne suis plus sortie en convention, plus en concours, plus rien. Je me suis enfermée sur moi-même et là, j'ai reconnecté avec une foi profonde. C'est-à-dire, j'ai vraiment fait dialoguer la foi, ce qui vibrait en moi, cette médiumnité qui m'avait tant servi, et je la mettais au service de ce que j'avais su apprendre de mieux, c'est-à-dire la technique, tout le protocole, on va dire, du tatouage, du rituel. Et j'ai commencé à les faire dialoguer. Mais vraiment un peu en secret, parce que quand j'arrivais dans des conventions, on me disait « Tiens, il y a Madame Irma du tatou, tiens, regarde là, Shining ». Ça faisait rire tous les tatoueurs. Mais ils se moquaient tout en étant quand même intrigués. Parce que je leur expliquais que le rituel de tatouage, c'est pas nouveau du tout. Ça existe depuis que le tatouage est initiatique. Bien sûr. Donc, et puis petit à petit, ça m'a complètement dépassée. C'est-à-dire que mes clients disaient qu'ils m'avaient rencontré, qu'on avait fait une consultation médiumnique. Donc le client suivant qui arrivait, il venait même pas pour du tatouage, il venait pour la consultation. Et tout est parti de là. Tout est parti de là. Jusqu'au jour où Très Daniel a vu la tatou-thérapie et s'est intrigué de la chose. On va en parler dans un instant. Vous avez juste dit un truc intéressant, vous avez associé 2 mots dans votre phrase juste avant, j'ai retenu ça, je me suis dit, hop, il faut que je rebondisse là-dessus. Vous avez dit le mot foi et le mot médiumnité. Oui. Est-ce que les deux sont nécessaires pour être un bon médium ou une bonne médium? Ou est-ce qu'on peut être médium sans avoir nécessairement la foi? Alors, on peut être complètement médium sans avoir nécessairement la foi, puisqu'on est outil d'énergie. D'accord? Pour moi, hein, c'est mon hypothèse personnelle. Maintenant, quand on a la foi, on vibre à une certaine connexion, c'est-à-dire un certain feedback de recherche. Quelle est ma ligne guide? Moi, je pars de plus en plus en grandissant dans ma spiritualité, dans ma pratique, dans une foi beaucoup plus puritaine, beaucoup plus sage. Je le ressens en fait intérieurement. Alors moi, je soupçonne aussi le fait que plus on grandit, plus on vieillit dans la matière, plus quelque part on se prépare au détachement de cette fameuse matière corporelle que nous sommes. Et du coup, on se rapproche de ce voile fin qui sera la suite. Donc voilà, j'ai pur. Alors, vous avez donc conçu effectivement cette tatou-thérapie. Ça veut dire que tous les tatouages que vous préconisez ont une dimension de rituel, donc énergétique, donc ont une puissance. Oui. Donc c'est pas, on se lève un dimanche matin, on se dit tiens, je vais aller me faire un tatouage par Sandy et puis on verra bien. Non, il y a quelque chose de plus profond. C'est une autre dimension. Il y a une dimension déjà thérapeutique, autothérapeutique pour les personnes. J'ai démarré la tatou-thérapie parce que je voulais cesser à un moment donné ma carrière de tatoueuse pour être art-thérapeute. Pour mettre vraiment les gens dans une nouvelle, par le biais du tatouage aussi, de la co-création du tatouage, encore ouvrir une autre ouverture, une autre route possible pour les gens qui ne trouvaient pas dans des thérapies cognitives classiques de face à face ou de divan, qui n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas. Moi, les gens qui arrivaient chez moi, ils arrivaient tous avec un problème psy, qui n'arrivaient pas à déconstruire ou à améliorer avec de la psychiatrie classique. Enfin, ils étaient perdus. Et souvent, ils se faisaient du mal physiquement. Donc, en fait, ils faisaient des tatouages à outrance, beaucoup de modifications corporelles, de scarifications, de brûlures. Moi, j'ai des super clients comme ça, mais que j'aime tellement en plus. Et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. C'est que je ne suis pas là pour les guérir, je suis là pour les accompagner. Et je suis là pour, en tant que conseillère de l'âme, des fois de rééclairer un petit peu là où ils n'ont pas vu certains de leurs talents. Ils n'ont pas vu ce que le cœur avait à cause des blessures cachées et ce qu'ils avaient vraiment déjà en eux, quoi, sans avoir besoin de partir dans des trucs. Et le tatouage permet de révéler ça? En fait, ma démarche dans la tatou-thérapie permet que les gens se rendent compte d'eux-mêmes, de leur confiance personnelle, de leur capacité à être la meilleure personne pour eux, pour faire leur choix. Et les 3/4 du temps, il y avait aussi des gens qui n'allaient même pas jusqu'au tatouage. Et ça, c'était presque le Saint Graal pour moi. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas besoin du tatou. Ils ont été suffisamment assez loin avec eux-mêmes pour ne pas avoir besoin. Parce que par définition, évidemment, le tatouage est définitif. Oui. Quand vous entamez une thérapie, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de... Ça n'est pas marqué sur vous, vous avez fait la thérapie. Pour le coup. Ça. Avec la tatou-thérapie que vous préconisez, le tatouage, il est là. Oui. Et il est censé rester. Voilà. Est-ce qu'il vibre toujours de la même manière entre le moment où vous le faites, le jour J, et 10 ans plus tard? En tout cas, dans la mémoire, oui. Il est là aussi pour se rappeler la promesse que les personnes se font elles-mêmes.
parce qu'on le programme. On le programme. C'est-à-dire qu'on émet une intention. Alors en amont, il y a aussi une consultation médiumnique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un échange qui fait que, je ne dis pas comment, je ne le dis jamais, mais les personnes, c'est eux-mêmes qui me donnent les informations des symboles qui vont être dans la composition de leur talisman sacré. C'est très particulier. Et quand on a fini la consultation et que je leur explique ce qu'ils ont choisi, là, il y a le côté magique, on va dire, de la chose. Et donc, quand ils revoient le tatou, ils se rappellent de cette dimension de vouloir aller mieux, d'avoir été mieux aussi dans l'instant où ils ont créé cette chose-là. Donc, c'est un rappel que tout peut aller mieux malgré tout. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà eu recours à un tatouage tel que vous le préconisez et qui, au cours des années, ne correspondent plus à ce qu'ils sont? Bah écoutez, c'est jamais arrivé? Non. Ah, formidable. Je vais même vous dire mieux. En général, ils me recontactent des années plus tard et ils me disent... deuxième. Ouais. Où ils me disent, j'aimerais rajouter ce symbole. Ouais. Là, maintenant, ça vivre comme ça sur moi. J'aimerais celui-là. Aucun problème. Alors, je suis allé voir, j'ai fait un chat GPT, les tatouages énergétiques. C'est vrai? Pour avoir les idées reçues des tatouages énergétiques. Bon, il n'y avait pas grand-chose, mais j'ai relevé quelques trucs. Le tatouage énergétique fonctionne instantanément. Avant, moi, je dirais. Avant même? Ouais. Avant d'être fait? Oui. Déjà, dans la démarche de se lancer. Déjà. On actionne déjà une énergie. Sans savoir ce qu'on va Absolument. recevoir. Tout le monde peut en bénéficier? Oui, je pense. Quand on a un désir. Hein. Bien sûr. Oui. Quelle que soit son histoire, quel que soit son parcours. Quelle que soit son histoire. Le tatouage énergétique peut attirer de mauvaises énergies? Alors, énergétiquement, non. Le choix du tatouage, alors ça, c'est pareil, c'est des discours... Moi, je pars du principe que toutes les personnes qui font un choix profond de cœur et d'envie, il n'y aura aucun problème. Aucun problème. Il ne peut pas vriller à un moment donné, le tatouage? Pas du tout. Non, il ne peut pas y avoir une énergie maléfique qui vient s'installer dans le tatouage. Alors, dans ces cas-là, quand on va chez le dentiste et qu'on se fait soigner une dent, ça peut être pareil, alors. Oui. Le tatouage énergétique peut modifier la personnalité? Oui, je pense, par contre. Alors, la personnalité, peut-être pas la personnalité, mais son énergie. Oui. Ah oui, j'en suis sûre. C'est-à-dire que vous avez vu des gens avant-après? Ah ben, je les ai tous vus avant-après. Non, mais ce que je veux dire, c'est la transformation, j'entends. Oui, tous. L'évolution. Oui. C'est vrai? Oui, parce qu'il y a cette démarche à eux-mêmes. Vous savez, c'est très initiatique, Marc. Il y a 400 ans encore, on faisait tout un tas de rituels. Oui, bien sûr. Au niveau de notre ADN, on va dire qu'on en a presque besoin. Il y en a qui, aujourd'hui, vont faire des dépassements d'eux-mêmes en faisant des marathons ou du sport à outrance, ou des méditations ou des retraites. On va chercher en soi, parce qu'on a déjà naturellement ce besoin de se sentir évoluer. Bah, le tatouage, c'est juste une méthode de plus. Une petite dernière. Le tatouage énergétique ne fonctionne que si les gens y croient? Oui, quand même. Oui, parce que sinon, ça peut vous faire l'effet du dentiste. Rien du tout. Vous n'aimez pas le dentiste? J'adore le dentiste. J'adore le dentiste, évidemment. Mais non, mais c'est un exemple qui m'a souvent été donné parce que les énergéticiens sont pas totalement d'accord avec le fait qu'on active des points d'acupuncture, par exemple, et des points énergétiques, ce que je comprends aussi. Mais pour moi, pas plus que d'aller soigner quand vous êtes opéré ou des choses comme ça. Non. Donc aujourd'hui encore, vous continuez le tatouage? Bien sûr, ouais, toujours? bien sûr. J'en fais moins parce que je me déplace beaucoup. Bah oui, j'imagine, j'imagine. Est-ce que vous avez formé d'autres personnes? Toutes les personnes que j'ai formées, alors au tatouage, sont tous devenus patrons. Ça, c'est ma grande fierté. Après, le tatouage énergétique, non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a pas tous déjà sont médiums. Pas tous les médiums ont envie d'un accompagnement aussi personnalisé. C'est extrêmement personnalisé. Il y a une part de vous dans ces tatouages. Oui, puis je leur dis souvent, vous savez, il y a une part de moi qui partira, je l'espère, bien après que je sois plus là. Ça aussi, c'est génial, je trouve. Quel est le truc le plus dingue qu'on vous ait demandé? Les gens sont dingues, des fois. C'est vrai? Oui. Ça va loin? Ouais, ça va très loin. Oui, ça va très loin. Ça va très loin. Allez, un exemple, un peu croustillant. Alors, du croustillant, mais pas dans l'énergétique. Alors, Non. parce que dans l'énergétique, ils sont quand même tous très, très bons dans leur démarche. Après, dans le folklore du tatouage, j'ai des noms un des derniers en date, il avait fait faire le logo de sa voiture sur son pubis, par exemple. Bien sûr. C'est totalement logique. Bien sûr.
En souhaitant qu'il ne change jamais de voiture. Je suis même pas sûre qu'il ait pu se la payer. Mais en tout cas, il a ancré le fait que ça se passerait là. Voilà. Alors, sans lien de cause à effet ou d'enchaînement particulier, est-ce que la taille du tatou a une importance? Pas du tout. D'accord. Ça peut être un truc tout petit? Et ça peut avoir la même puissance qu'un truc oui, c'est énorme. l'intention. C'est l'intention. C'est l'intention. Est-ce que le positionnement de ce tatou a son importance? Alors, énergétiquement, certains vous diront que oui. Encore une fois, moi, je questionne le désir de la personne. Si la personne se l'imaginait à tel endroit et que c'est harmonieux et que ça, sauf si c'est disgracieux, vraiment, je serais la plus grande conseillère professionnelle pour dire, écoute, là, non, réfléchis. Je te propose. J'essaye d'offrir tout un tas de points de vue différents tant que je ne sens pas la personne OK à 100%. Voilà. Mais la taille, l'endroit, non. Je ne suis pas partisane de ce discours de position énergétique. Je ne suis pas énergéticienne. Voilà. C'est fou. Vous n'êtes pas énergéticienne et vous faites des tatouages énergétiques. Eh bien oui. Ah, c'est formidable. Moi, je capte et je ressens, je transmets. Je ne juge pas finalement ce que je ressens, ce que je reçois. Ça, c'est aussi un point d'honneur que j'ai mis à beaucoup de personnes qui aiment chercher des réponses à leur développement spirituel. Ne jugez pas. Vibrez, ressentez. Est-ce qu'il y a des couleurs? Alors, pas trop. Moi, j'ai pas trop de... Moi, on ne me fait pas faire de couleurs spécialement. C'est pas très demandé. Honnêtement, mes clients ne me demandent pas beaucoup de ça. Est-ce que ça vaut cher? Oui, quand même. Oui, puis il faut que ça soit... il faut qu'il y ait un coût dans ce genre de démarche, tout simplement parce qu'il ne faudrait pas aussi que ça soit fait un petit peu sur un coup de tête, un peu à la va-vite. Vous voyez, c'est pas j'ai 20 balles dans la poche, tiens, je vais me faire le truc. Non, il faut que ce soit mûrement réfléchi. Il faut des étapes. Un premier contact, une consultation, la création du dessin. Et en général, si le tatouage, ça se fait sur, allez, 1 an et demi. Il y a du temps. Est-ce que vous avez déjà refusé de faire un tatouage énergétique parce que l'énergie de la personne ne correspondait pas au tatouage? Si souvent. Ah oui. Et c'est très délicat. C'est très délicat parce que vous pouvez être attaqué de tout un tas de choses ou être jugé aussi, mal jugé. Moi, j'ai eu des personnes avec les points comme ça. Je veux que ce soit vous, je veux que ce soit vous. Mais j'ai dit, je ne vous toucherai pas. Je ne vous toucherai pas. Parce que vous ne ressentiez pas la personne? Non, mais parce que c'est surtout que je ne les toucherai pas. J'ai aussi mon droit personnel et mon intégrité humaine et professionnelle. Je me souviens que pour 2 personnes en particulier, ce sont les maris qui sont venus derrière. Oui, mais vous comprenez, ma femme est comme ceci ou ma compagne est comme cela. J'ai dit, écoutez, moi, c'est très clair et net. Je ne touche pas aux gens qui ne sont pas en pleine confiance avec moi-même. Je ne travaillerai pas comme ça. Donc, je les dirige, je les conseille autrement, mais je refuse. Pour clore cette page, en tout cas de la tatou-thérapie, avant de rentrer dans vos ouvrages et ce que vous préconisez aux éditions Trait Daniel, est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez toujours autant de plaisir à tatouer? Je tatoue très différemment. Je tatoue beaucoup plus avec le cœur. Je tatoue plus avec un côté beaucoup moins commercial. Je tatoue avec un côté beaucoup plus humain. Et quel luxe! Et quel luxe. Donc moi, mais plus qualité. Et vous avez une histoire, parce que moi j'aime beaucoup poser cette question, je le fais souvent, d'un avant-après. Vous savez, quand on est sur les réseaux sociaux, vous avez parfois des gens qui achètent des vieilles demeures qui sont en ruine et qui vous les montrent quelque temps après avoir fait les travaux de ravalement de façade, etc. etc. Est-ce que vous avez une histoire comme ça qui vous a profondément marqué d'un avant-après, de quelqu'un que vous avez tatoué et qui énergétiquement a transformé sa vie grâce au tatouage, enfin en tout cas avec l'aide du tatouage? Oui, j'en ai un en particulier que je remercie la vie de m'avoir mis sur mon chemin parce que c'était un jeune homme qui avait pris rendez-vous dans un salon de tatouage où je travaillais il y a plus de 10 ans maintenant et qui, je me souviens, arrive, donc tout est installé, tout est stérile, vous savez, c'est quand même très bien cadré, hein, le tatouage. Et cette personne, donc, que j'installe tout, je commence à le tatouer. C'était le Christ. Bon, en plus, voilà, c'était la tête du Christ. Alors, vous allez voir que ça va avoir un lien très particulier avec l'histoire. Et plus je commençais à tatouer, et plus je commençais à avoir le corps qui commençait à faire un petit peu des agitations très, très visibles. Et on sait très bien qu'il ne faut quand même pas que ça bouge trop pour qu'on ait un tracé suffisamment net. Bon. Il a un état de transe?
Dans les prémices, je ne m'attendais pas à ce que j'allais avoir. Okay. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne me dit qu'elle vient de sortir de l'hôpital Sainte-Anne, dont elle était censée être encore sous surveillance, mais qu'elle s'est carapatée pour l'occasion de ce tatou. On rappelle que l'hôpital Sainte-Anne est un hôpital psychiatrique. Absolument. Très bel hôpital. Donc là, je me retrouve avec un cas de conscience où la personne est majeure. Elle m'a signé un consentement obligatoire, donc je sais que juridiquement, je suis protégée. Il n'y a pas de problème, je suis dans les clous. J'ai commencé un tatouage suffisamment pour ne pas arrêter comme ça non plus, parce que je suis un petit peu coincée, et je commence à avoir ce corps qui s'arc-boute de plus en plus, avec des frémissements, des choses comme ça. Bon, alors je me dis qu'il y a une histoire à comprendre, et je commence à établir le dialogue avec lui. Et cette personne m'explique effectivement que c'est quelqu'un qui est pris de possession, en tout cas qui pense qu'il est pris de possession et que ce tatouage peut que l'aider à aller mieux, car en réalité, il veut en finir avec sa vie par tous les moyens et qu'à chaque fois qu'il veut se suicider, ça loupe. Mais l'histoire est folle, c'est-à-dire qu'un jour, il veut se faire, je reprends ces termes un peu durs, je veux me faire péter au gaz. Il s'enferme chez lui, il cafeutre un maximum sa cuisine et tout. Il tombe en syncope parce que, voilà. Sauf que les voisins, eux, ont senti le gaz, ont appelé les pompiers, ont tout fait couper. Intervention, il part, il ne meurt pas. Bon, très bien, voilà. Il y a d'autres façons plus simples et plus rapides. Donc, il se dit, je vais prendre des médicaments. Il s'avale une boîte ou deux, il boit un verre de vin, enfin, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Il se réveille 3 jours après, dans son lit, pipi, la totale, mais il est toujours pas mort. Alors il dit, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et puis un jour où il est vraiment hyper déterminé, il se dit, cette fois, c'est sûr, il boit pas d'alcool, il m'explique, donc il achète une grande bouteille d'alcool très très fort, il la boit, il prend sa voiture et il décide d'aller se jeter en haut d'une falaise. Je vous jure que c'est vrai, Marc, ce que je vous raconte. Je crois. Et quand il arrive pour aller, on va dire, se tuer, c'est le mot, sa voiture tombe en panne d'essence. Donc, il se dit, c'est pas grave, déterminé, je prends mon jerrycan, je vais jusqu'à la prochaine station-service, je fais le plein et je poursuivrai mon petit plan. Il part et il arrive à aller à 300-400 mètres de la station. Il voit dans la ligne, dans la continuité de sa route, sa voiture. Et quand il va pour revenir, un énorme camion arrive, percute son véhicule et lui explose le véhicule. Et là, il comprend qu'il ne va pas mourir. Donc, il se dit, c'est pas possible. Et il m'expliquait qu'à chaque fois, il voulait provoquer Dieu pour prouver que Dieu existe. Il avait besoin de se mettre dans une situation la plus grave. Donc, il avait été voir un prêtre qui lui avait dit, mais écoutez, mon fils, si vraiment le Christ est à ce point important pour vous, faites en sorte qu'il soit avec vous tout le temps. Et d'où l'idée du tatouage. Eh bien, cette personne est une des personnes les plus heureuses à l'heure d'aujourd'hui, mariée, vie de famille, papa, tout va très bien pour elle. Et c'est pas le tatouage, c'est tout ce qu'il a entrepris de cette démarche pour lui-même qui a fait qu'aujourd'hui il va mieux. Et moi, j'étais juste là pour exécuter. Donc oui, j'ai déjà rencontré des gens comme ça. Incroyable cette histoire. Vous l'aviez déjà racontée, cette histoire? Non. Non, jamais? Non. Bon. Sandy Tattoo. Alors, il y a beaucoup d'ouvrages. Je le disais tout à l'heure, il y a énormément de... C'est très travaillé. C'est très bien écrit. On va commencer. Alors, le petit coup de cœur que j'avais, j'en ai mis, on les a mis ici. Mettez bien, voilà, comme ça. Et le petit coup de cœur, c'est celui-là. C'est ce petit... il vient de sortir, celui-là. Alors, pas encore, justement. Il va sortir. C'est pour ça que je n'ai pas pensé vous dire celui-là tout à l'heure. Voilà, il est là. On va faire un gros plan dessus. Il est petit. Il est mignon. Il est beau. Et il est beau parce qu'à l'intérieur, il l'est également. Quand on regarde le graphisme, c'est vous qui avez dessiné? Alors, j'ai dessiné, j'ai peaufiné, je me suis aussi servi de l'intelligence artificielle. Moi, je suis partisane du fait qu'on dit que ça tue les artistes. Eh bien, moi, écoutez, je suis désolée, quand Photoshop est sorti, quand les appareils photo numériques sont sortis, on leur a fait la chasse à la sorcière. Moi, je pars du principe que, vu la quantité de création que je fais, c'était un soutien supplémentaire. Mais par contre, je peux vous assurer qu'il n'y a pas une seule image qui n'a pas été retouchée au moins de 2, 3, voire 4 heures de travail. J'imagine. J'imagine, ils sont tous beaux, c'est ce que je dis. Alors, mon intuition, ça veut tout dire. Comment est-ce que
on travaille avec Enfin, on travaille. Comment est-ce que l'on consulte cet oracle? Alors, l'idée, c'était qu'il y ait des cartes blanches et des cartes noires. Oui. Pourquoi? Parce que pour travailler l'intuition, et je voulais surtout que tout le monde puisse travailler son intuition. Et on en a tous. Pour moi, c'est très naturel, l'intuition. Si ce n'est que si on n'a pas l'habitude de manipuler son intuition, c'est délicat. Donc, il a fallu faire quelque chose de très simple. Le noir, le blanc. Dans l'esprit de connotation de chez tout le monde, c'est le clair, donc c'est le côté très positif, très lumineux. Et puis, le noir, la difficulté, tout ce qui sera peut-être défavorable. Donc, à partir de là, on se pose des questions où on se dit, tiens, on va recevoir un petit peu comment va se passer ma journée. Et en fonction du nombre de couleurs qui va sortir, vous allez d'emblée, au premier regard, voir si c'est plus blanc que noir. Et si c'est très équilibré, forcément, vous savez que ça va être quelque chose de neutre. Combien on tire de cartes? Alors, 3 ou 9. Après, ça dépend quand on est gourmand et quand on a le temps. Et vous pouvez vous tirer qu'une carte si vous voulez. Voilà. Avec le petit livret, évidemment, qui va avec et l'explication qui va bien. Et puis, il y a les petits mots-clés en bas. Voilà, rire, rencontre, spiritualité. Assurance, sécurité. C'est bon? Bon, voilà. C'est plutôt bon. Vous êtes bien avec moi, Marc. C'est parfait. Parfait. Donc, non, il est très bien fait. En plus, ce format de poche est très original et je le trouve très, très bien. Voilà. Donc ça va sortir prochainement. Oui. Prochainement. Absolument. Dans la série des coffrets, dis-moi que tu m'aimes. On cherche l'amour ou comment ça se passe? On en veut plus. On en veut plus. On en veut plus. On veut le vibrer encore une fois. Un best-seller que j'ai créé avec l'illustratrice Volio Bene, qui il est aussi beau dans les visuels qu'il est dans les messages. Alors pourquoi je me permets de dire ça? C'est pas prétentieux, c'est que quand je canalise, j'explique toujours qu'en réalité je ne fais que la dactylo, moi. Je canalise et je ne relis même pas mes textes, en toute honnêteté. Je ne les relis pas. Ce qui fait que moi-même, je suis souvent surprise du choix des mots, de la formulation, de la syntaxe et du sens. Donc, un très, très bel outil. Beau best-seller, d'ailleurs. Hein. C'est vrai? Ouais. Et qui se travaille avec l'agenda? Tout nouveau agenda, qui vient de sortir, d'ailleurs. L'agenda 2025, qui va être un peu plus qu'un agenda. Hein. C'est un agenda déjà spirituel et qui est fait aussi pour que vous ayez des guidances chaque mois. Donc, pour vous baigner dans une ambiance aussi beaucoup d'amour à soi-même. Et chaque semaine aussi, vous avez des guidances complémentaires, ce qui vous permet de l'utiliser comme un livre oracle tout au long de l'année. Où il est question aussi des émotions. Des émotions, c'est beaucoup tourné sur le soi. C'est important de s'aimer. Je suis obligé de vous poser cette question un peu provocatrice. Allez-y, j'adore. Il y a foison de coffrets. Oui. Les oracles, il y en a à tout va. Ah oui. Celui-ci, il a une particularité parce que c'est le vôtre et que c'est votre énergie et c'est votre canalisation et c'est votre façon d'être et c'est la femme que vous êtes et la médium que vous êtes qui fait la différence? Pas du tout. Non, honnêtement, pas du tout. C'est pas une fausse humilité, non, c'est que je pense que quand on est sur le thème de l'amour, on touche tous les cœurs. Tous les cœurs. Tout le monde a besoin d'amour. Et on a tous de l'amour en nous. Mais la vie fait qu'on ne peut pas forcément la déguster quand on veut. Exactement. Alors, celui-là aussi, celui-là, il est très particulier aussi. C'est le petit manuel de survie contre les mauvaises énergies. Oui, c'est vrai. Les mauvaises énergies, vous savez que à chaque fois que je reçois quelqu'un dans le studio, je me pose toujours la question de savoir si les énergies sont suffisamment bonnes pour la personne en question que je reçois. Je vous rassure, elles sont très bonnes. C'est vrai? C'est ce que vous avez dit en rentrant. Hein. Et avant même qu'on tourne. Ouais, c'est vrai. J'ai dit, waouh, on est bien là. Bon, tant mieux, super. Alors, ces mauvaises énergies, d'abord, elles existent. Oh oui, malheureusement. Comment est-ce qu'on les détecte? En général, on nous les impose. C'est les ralentissements, c'est les blocages, c'est les coups bas, c'est les blessures qu'on nous inflige, c'est la volonté qu'on a à nous faire souvent du mal, à nous empêcher d'être. Voilà. Et dans ce domaine, il y a de quoi faire. Hein. Et donc, il y a des protocoles, il y a des Alors, façons... à l'intérieur, moi, j'ai mené une sorte de petite enquête parce que je trouvais intéressant d'essayer de faire comprendre déjà aux gens qu'est-ce qu'était le mauvais œil.
parce que c'est un phénomène, c'est quelque chose de très particulier. Et surtout, arriver à bien faire la différence entre la jalousie, les problématiques, on va dire, normales, et le phénomène de mauvais œil, qui est quand même une attaque psychique, qui est une attaque ésotérique dans la matière réelle, une volonté. Et qui dure. Qui peut durer très longtemps. Le mauvais œil n'est pas ponctuel. Non. Il s'enlève, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Il s'enlève. Donc, vous avez fait une enquête. Absolument. Donc, je suis partie vraiment depuis, encore une fois, c'est des hypothèses de ma part, en fonction de ce que je ressentais, du départ du berceau de l'humanité, de comment il a pu naître. Comment il a pu naître, ce truc? Voilà, moi, c'était des questions qui m'intéressaient. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il ressurgit avec une puissance incroyable par les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux sont un booster aux mauvaises énergies formidable. C'est déversoir. Regardez à quel point on peut donner son avis. C'est peut-être pas nécessaire tout le temps. Je vous confirme, oui. Certains qui feraient mieux de s'abstenir. On est bien d'accord. Donc voilà, j'explique un petit peu quels sont les trucs et astuces de certains pays, selon les cultures et les croyances, pour s'en préserver. Faire encore une fois très attention. Donc on revient encore avec ce côté très préventif vous pouvez aussi avoir des périodes très, pardonnez-moi l'expression, merdiques, c'est le mot. On a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Mais c'est un peu normal. Et un vrai problème de mauvais œil, voilà, ou de choses un peu démoniaques et néfastes. C'est très différent. Puis on peut avoir des problèmes psychiatriques et psychologiques qui vont nous faire avoir des symptômes similaires. Alarme, on fait très attention. Vous l'avez eu, ça? Bien sûr. Je ne vous parle pas des symptômes Moi, psychiatriques. j'ai les deux, moi. J'ai eu les deux. Comme ça, je peux parler des deux. Le mauvais œil, vous l'avez eu? Oui, je l'ai eu 2 fois bien costaud. Ouais. Ah ouais. La jalousie, la réussite, la liberté. Vous savez, quand vous reflétez quelque chose de très libre, très solaire, très productif, vous êtes obligé, par un effet miroir, de faire refléter à quelqu'un que ça peut déranger ce qui ne vibre pas suffisamment chez elle, ce qui ne la rend pas suffisamment heureuse, suffisamment libre. Très compliqué à gérer. Le fait de dire l'expression qui tend à dire « j'ai le mauvais œil » n'est pas qu'une expression. Ah, mais pas du tout. Hein. Ah, mais pas du tout. C'est bien réel. Et avec ça, on peut s'en sortir. On va déjà comprendre. Il y a aussi un test à l'intérieur très important qui va vraiment déterminer si oui ou non vous en êtes atteint ou une personne chère à votre cœur. Mais je vais rassurer quand même beaucoup de gens, dans 99% des cas, il n'y a pas de mauvais œil. Parce que une galère d'un instant n'est pas le mauvais œil. Non, pas forcément. On est d'accord. Par contre, sans galère en un instant, ça peut être oui, c'est ça. Un bon signal d'alarme. Quand on cumule, c'est on peut peut-être se dire tac, il faut se poser les bonnes questions. Ouais. Alors celui-là, il m'a touché aussi parce qu'il y a des arcs-en-ciel et qu'ici, il y a beaucoup d'arcs-en-ciel. C'est vrai en plus. C'est vrai, il y a plein d'arcs-en-ciel à droite à gauche. D'ailleurs, j'ai failli choisir à un moment donné sur votre visuel d'émission. Je me suis dit, tiens, il faudrait qu'on mette un arc-en-ciel. Bon, alors celui-ci, c'est un ouvrage où on joue avec les couleurs. D'ailleurs, quelle est l'énergie de couleur qui vous correspond le plus? Alors, j'allais dire la première, celle que vous portez, non? Je sais pas. Moi, je suis très arc-en-ciel aussi. Hein. Ouais. Moi, j'accepte toutes mes couleurs, même celles qu'on ne voit pas. J'accepte aussi d'être des fois plus dans le down, comme on dit. J'accepte tout, moi. Je les aime toutes, les couleurs. Vraiment, c'est sincère. On parle évidemment du rouge, de l'amour et des sentiments, de la création et des idées, créativité avec le orange, le jaune avec la joie et le plaisir, le vert avec la santé, la vitalité, etc., etc. Quel est l'objectif de ce petit ouvrage? C'est d'aider encore une fois les gens à être autonomes de leurs émotions. Moi, j'ai une passion déjà aussi pour la psychologie des gens. C'est quelque chose qui est passionnant. Je pense qu'on ne se questionne plus assez. Le principe de la méditation, c'est peut-être aussi souvent comme ça d'avoir le temps, de prendre ce temps, de se l'accorder pour aller creuser en soi psychologiquement. Maintenant, il se trouve qu'on est dans une sphère de vie où on n'en a pas du temps. Voilà, le temps, c'est de l'argent et c'est de l'argent pour tout le monde. Donc, au lieu d'aller courir des réponses et des conseils chez des thérapeutes ou des voyants ou des médiums, comme je suis, que je fais des consultations, c'est pour ça que c'est très drôle, j'avais vraiment envie que les gens aient vraiment des outils chez eux. Ils se posent une question, ils ont un doute, ils ont une intuition, mais un petit peu incertaine. Je veux que par eux-mêmes, ils aillent aussi se faire confiance. Donc, il faut encore une fois leur mettre des choses à disposition, d'où des outils très perso. Petit coffret encore, c'est celui-ci, le petit oracle de la tattoo-thérapie dont on parlait tout à l'heure.
Voilà. Ça, c'était un des tout premiers, ça? Alors, la tattoo-thérapie, c'est vraiment le tout premier. Alors, en principe, c'est le grand coffret avec les vrais symboles vibratoires qui me servent pour les tatouages. Mais lui, c'est un petit peu je l'avais appelé le guérisseur de l'âme, le guérisseur de l'instant, pardon. Et c'était celui que je rigole souvent, je dis c'est celui qu'il faut avoir dans la pharmacie. Ouais. Parce que lui, c'est vraiment l'obligation de se trouver du temps pour soi. Et en fait, c'est vraiment pour établir un dialogue avec vous-même. Les émotions, le cœur, le conscient, l'inconscient. Et puis les prières modernes. Oui. Voilà, ça aussi, c'est un bel ouvrage. Parce que c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de gens qui parlent notamment des rituels et des choses à mettre en place. Et on se demande de quelle manière on peut ritualiser. Qu'est-ce qu'il faut dire? Quels sont les mots à utiliser? De quelle manière il faut les dire? Ça aussi, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Alors moi, je pense que la réponse, elle est tellement simple qu'elle en devient compliquée. C'est qu'en fait, il faut tout faire avec le cœur. Ouais. Prière moderne, il est né d'une idée qu'au départ, il fallait faire quelque chose de bon, mais sans être forcément intrusif ou invasif dans la situation de quelqu'un ou dans une situation, et qu'on voulait quand même faire quelque chose de bien. Moi, je l'avais écrit pour des personnes qui avaient, par exemple, des gens en fin de vie, et on ne peut rien faire d'autre que prier. Vous n'allez pas demander un miracle, vous pouvez le faire, on le fait naturellement si on aime la personne. Mais il y a un moment donné, c'est ce que je vous disais, c'est d'aimer les gens, c'est aussi les laisser partir. Ça fait partie de la belle part de la mort, encore une fois. Et puis, j'étais aussi très attentive aux travaux du père Brune, qui lui expliquait qu'en fait, l'intention vient ne serait-ce qu'avec la profondeur de l'amour qu'on y émettait, et ça suffisait en un mot. Un mot suffit, en fait. Mais il faut vraiment que ça vibre fort. Ouais, il faut que ça vibre fort. Faire en conscience, comme on dit. Oui. Voilà, donc les prières pour se donner de la force et du courage, les prières pour retrouver de l'énergie. Ça, c'est bien parce que, je vous dis, parfois, on est conscient et on ressent le besoin d'avoir envie de donner cette prière, de ritualiser les choses, et on n'a pas nécessairement les mots, on ne sait pas nécessairement comment formuler ces fameuses prières. Donc ça peut être une aide qu'on peut adapter. Hein. C'est pas la peine de faire un copier là-dessus. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous après cette émission? Qu'on retienne de moi que des gens qui aiment les gens existent encore. Je pense que c'est peut-être la seule chose que je voudrais... C'est pas une posture, ça. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens doutent de cette chose. J'ai vraiment l'impression qu'il faudrait être aujourd'hui quelqu'un d'extrêmement dans une douance, de ferveur, de don de soi, de sacrifice, pour être quelqu'un qui aime les autres. On voit plus assez avec vraiment les êtres qui nous entourent, le potentiel humain. Voilà, que je sois quelqu'un de profondément humaine, profondément câblé sur l'amour, le côté solaire de l'amour. J'adore le monde, j'adore la vie. Et pourtant, j'ai eu des épreuves atroces, mais qui m'ont fait comprendre ça. Donc oui, ouais. Le reste... Lorsque vous serez de l'autre côté, comme on dit, et le plus tard possible, bien entendu, qu'est-ce que vous allez leur dire? Merci, c'était génial. Merci, c'était génial. Et permettez-moi, s'il vous plaît, de pouvoir accompagner encore. Ouais. Parce que je pense que c'est ça. Il faut qu'on donne, il faut qu'on donne. Donner en amour, c'est sans compter. Hein. C'est très étrange parce que quand on m'a posé cette question, de l'autre côté, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? La première phrase qui m'est venue, c'était « tout ça pour ça ». Ah bon? Je me suis dit « merde, t'es quand même pas très, très positif sur ce coup-là. Tout ça pour ça ». Ça dépend. Ça dépend ce que vous recherchez, Marc, dans cette vie. Ça dépend ce que vous êtes peut-être venu incarner. Il y a peut-être encore, la question a été posée à un moment très particulier. C'est possible aussi. Moi, j'en suis certaine. Ouais. Là, c'est la médium qui vous parle. C'est possible, ouais, c'est possible. Mais on évolue. Et moi, je sais que je veux merci total. Mais quand je vais partir, vous savez, toutes ces choses que je crée, souvent, je dis, c'est pour que ça continue derrière. Mais ça reste en plus, vous imaginez, ça c'est extraordinaire. Et je le dis souvent. Ouais. Et j'ai tellement aussi de curiosité que le jour où je vais partir, comme on dit plus tard, évidemment, je ne vais pas y aller à reculons, moi. Hein. Moi, je sais qu'il ne va pas me falloir mettre de lumière. Hein. Parce que le tunnel, je vais y aller en sprint. Je veux savoir. Moi, c'est un secret qui me passionne. Ouais. Évidemment.
J'ai souvent ce sentiment aussi de dire que quand quelqu'un part comme ça, je me dis maintenant lui, il sait. Moi, je leur dis toujours, il a le secret. Ça, c'est bon. Le plus tard possible. Hein, évidemment, faire, hein, évidemment. Merci infiniment, Sandy. J'étais ravi de vous accueillir. C'est moi, Marc, qui vous remercie. J'étais ravi de ce moment, de cette authenticité, de votre côté solaire, évidemment, vous l'avez dit, et ça se ressent, de la positive attitude. Alors, je ne sais pas si vous avez cette attitude-là en permanence. Si, c'est vrai? Je vous assure. Vraiment. Vraiment. Bah, chapeau, alors. Bravo. Édition Guitret Daniel, oui. Tout est ici, vous allez directement sur le site, la tattoo-thérapie évidemment, et puis tous les oracles, tous les ouvrages, tous les livres, tout est à disposition de cette conseillère d'orientation de l'âme que vous êtes. Merci Sandy. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à tous, vous commentez, vous partagez bien entendu avec bienveillance comme d'habitude et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.